Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'attaque meurtrière qui a frappé une base militaire dans le nord du Burkina Faso le 19 août plonge les autorités du pays dans une véritable introspection. L'opposition burkinabé appelle le chef de l'État à user de tous les soutiens existants pour contrecarrer la menace terroriste. Au Ghana, la construction du nouveau pont sur la Volta d'une valeur de 112 millions de dollars débutera en 2020. L'infrastructure qui, selon le gouvernement ghanéen, servira de catalyseur à l'intégration régionale et contribuera à la croissance globale de l'économie nationale. Et puis les organes de presse écrites en difficulté en Côte d'Ivoire, malgré l'aide du gouvernement à travers des subventions qui ont atteint 9 milliards de francs CFA de 2009 à 2018 pour relancer le secteur. Davantage d'efforts doivent être fournis. Mais tout d'abord, Omar Mohamed Mohamed, nouveau maire de Mogadiscio. La présidence somalienne a annoncé ce samedi 23 août la nomination du nouveau maire de Mogadiscio ainsi que celle de nouveaux responsables des services de sécurité de la capitale somalienne. Il succède ainsi à Abdirahman Omar Osman, décédé le 1er août des suites des blessures subies lors d'un attentat perpétré le 24 juillet à Mogadiscio par les Shebab, le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda qui vise à renverser le gouvernement somalien. L'opposition burkinabé invite instamment le président Roch-Marc Christian Kaboré à faire appel à toutes les compétences techniques pouvant contribuer à mettre fin aux attaques terroristes. Un appel largement commenté par des observateurs qui voient en la démarche une invitation voilée à la formation d'un gouvernement d'union. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, l'opposition politique souhaite une sortie de crise inclusive après l'attaque terroriste perpétrée contre le détachement militaire de Koutougou le 19 août 2019. Dans un communiqué, elle appelle le gouvernement à envisager des solutions autres que militaires et qui mobiliseront toutes les compétences techniques face à l'insécurité. L'opposition politique burkinabé invite instamment le président du Faso à faire appel à toutes les compétences techniques à même de contribuer à mettre fin à ces attaques barbares. De plus, il apparaît de plus en plus clairement que la solution à cette crise n'est pas que militaire. Il est donc temps d'envisager des solutions ad hoc. Un appel largement commenté par la presse burkinabé et qui pourrait, selon elle, révéler bien plus qu'une main tendue. Pour Albert Nagreogo, éditorialiste au journal Libre Info, cette démarche de l'opposition n'est plus ni moins une invite à la formation d'un gouvernement d'union. C'est des calculs politiciens. Parce que tout simplement, soit l'opposition est en train de se rassurer qu'à l'allure où vont les choses, ce n'est pas évident qu'on puisse tenir une élection en 2020. Donc il faut faire la part des choses tout de suite pour que chacun y rentre. Et même si on rentre maintenant, si on veut, on peut repousser ensemble la date des élections, ce qui peut être un autre agenda caché. Rappelons que l'attaque de Koutougou a fait 24 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. C'est un hommage aux soldats tombés que le pays observe depuis ce vendredi, un deuil national de 72 heures. En Algérie, la ministre de la Culture, Myriam Merdassi, a annoncé sa démission ce samedi 24 août. Démission qui intervient suite au décès de 5 jeunes survenus jeudi 22 août lors d'une bousculade à l'entrée du stade du 20 août à Alger, peu avant un concert du rappeur algérien Soul King. En vue de favoriser l'intégration régionale tout en stimulant l'économie par le développement des infrastructures, le gouvernement ghanéen envisage la construction d'un nouveau pont pour la réalisation de cet ouvrage dont les travaux préliminaires sont prévus pour 2020. Un prêt de 112,39 millions de dollars a été accordé par le gouvernement japonais en termes d'appui. Les précisions d'Amenidji prévoit la construction d'un nouveau pont sur la Volta d'ici 2020. Le projet avait déjà été approuvé par le Parlement en décembre 2016 et obtenu un financement de 112,39 millions de dollars sous forme de prêt octroyé par le Japon. Il vise à compléter les efforts du gouvernement pour développer la route du corridor Est, route la plus courte reliant les régions du Grand Accra, de la Volta, du nord et de l'extrême orient du pays. C'est un avantage immédiat en termes de création de valeur et de richesse pour paiement étalé sur la durée. C'est une bonne décision de gouvernance. Le problème se pose quand, entre ces deux, vous avez beaucoup de corruption. Et ça, il faut aller voir dans le détail. Est-ce que ce pont a été fait et avec des Ghanéens, c'est-à-dire que ça a profité à la création d'emplois des Ghanéens,
voilà les questions qu'il faut poser. Le futur pont, long de 540 mètres et large de 17,1 mètres, deviendra le deuxième plus long du pays, servant d'alternative à l'actuel pont d'Adoni en service depuis 1967. Ce pont est un investissement. Ce n'est pas de l'argent direct, cash qui va rentrer. Mais regardez tous les gens qui vont circuler d'un côté et de l'autre. Tout le commerce qui va se faire, qui n'a pas besoin de prendre une pirogue ou un bateau pour traverser. Regardez le gain de temps. Si vous multipliez tous ces gains-là, vous avez donc effectivement gagné, non seulement en termes d'argent, mais aussi pour les populations et voire même pour le pays. Cette infrastructure contribuera à l'intégration régionale et à la croissance globale de l'économie ghanéenne. Sa mise en service permettra par ailleurs de stimuler les exportations des cultures non traditionnelles du Ghana, principalement des noix de karité, du beurre de cacao et de la mangue des régions de l'Est, d'Ashanti et du Nord, vers le port de Tema et au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, la presse écrite est en difficulté sur le plan financier. Les journaux ont du mal à fonctionner. En 2017, sur un tirage moyen de 120 000 exemplaires, les journaux avaient un taux de vente d'à peine 30%. Si le gouvernement aide la presse à travers des subventions qui ont atteint 9 milliards de francs CFA entre 2009 et 2018, cela reste insuffisant pour relancer le secteur. Reportage de notre correspondant Olivier Conin. Mauvaise passe pour la presse écrite ivoirienne. À l'exception de quelques titres, les journaux connaissent une mévente depuis des années. En 2017, le pays comptait une cinquantaine de titres, tirant en moyenne 120 000 exemplaires, mais le taux d'invendus atteignait 70%. De 2009 à 2018, l'aide à la presse du gouvernement ivoirien a atteint 9 milliards de francs CFA. Les subventions ont représenté 6 milliards de francs CFA, 2,5 milliards de francs CFA ont été affectés au fonds de garantie des emprunts bancaires et 700 millions de francs CFA pour la formation. Cependant, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire estime en cela insuffisant au regard des défis. Sur les 6 000 milliards de budget, si seulement 6 milliards sont mis à la disposition des médias, je vous assure que d'ici 2 ou 3 ans, vous allez voir que nous n'aurons plus besoin de cette aide-là. Parce que les petites aides, l'impression de 6 mois, au 7e mois, les problèmes reviennent. Pour résoudre la crise au niveau de la distribution, il est envisagé la création d'imprimeries régionales afin de rapprocher les journaux des lecteurs. Une façon de réduire la concurrence des réseaux sociaux très développés en Côte d'Ivoire. En 2011, on avait à peu près un chiffre d'affaires de 6,5 milliards pour passer à peine à 3 milliards en 2017. Si on imagine une imprimerie à Bouaké, par exemple, on sait qu'on peut distribuer assez facilement tout le nord du pays, d'est en ouest. Ça réduit les distances, ça réduit donc le temps d'attente de la mise à disposition de l'information. Selon les critiques, la crise de la presse s'explique également par la perte de confiance du lectorat et le fait que les journaux sont trop partisans. Il existe en effet très peu de journaux indépendants, mais beaucoup de journaux proches des partis politiques, du pouvoir ou de l'opposition. Rencontre à présent avec 2 jeunes Égyptiens. Walid et Kadi étudient tous les 2 les arts dans une université du Caire. Passionnés de l'art mimique depuis leur rencontre en 2010, ils ont créé une série de pièces racontant de manière originale l'histoire intemporelle de l'évolution de l'homme. Découverte avec Philomentine. Initiés dès leur plus jeune âge à l'art de mimer, Walid et Kadi étudient tous les 2 les arts dans une université du Caire en Égypte. Ils utilisent l'art silencieux du miming pour raconter l'histoire intemporelle de l'évolution de l'homme. Mais au-delà de leur ingéniosité, les 2 artistes ont de grandes aspirations d'une forme d'art privilégiée et espèrent en transformer l'impression du public. Il raconte l'histoire de l'être humain primitif et décrit sa relation avec la nature. Il montre comment cela a changé au fil des ans jusqu'à notre époque moderne. C'est une sorte d'opposition de l'interaction entre l'homme moderne et la nature et les premiers hommes qui, eux, avaient une relation privilégiée avec elle. Walid et Kadi se sont rencontrés en 2010 lors d'un festival d'art pour enfants. Après des années de formation, ils ont créé une série de spectacles racontant des histoires différentes. Cet art avait autrefois son public. Nous essayons de corriger l'image de cet art en le valorisant, mais aussi en le vulgarisant. Cela demande beaucoup d'efforts pour que les gens puissent commencer à le regarder autrement, c'est-à-dire un art tout simplement.
De nos jours et particulièrement au Caire, les gens voient la mime et la pantomime comme une comédie et un art pour les enfants. Notre objectif est de donner une autre image plus valorisante et populaire à la mime et à la pantomime. Le duo a pour objectif de changer les perceptions de l'art mimique. Il considère que cette forme peut être utilisée pour transmettre des émotions fortes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.